Bonsoir à tous. Emmanuel Carrère, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. On est ravis de vous accueillir à Montpellier. Merci aux éditions POL et à la Métropole d'avoir rendu possible cet événement. On va parler ce soir de votre dernier livre, Kolkhoz, aux éditions POL, qui est paru il y a un peu plus d'un mois. Ce livre, je pense qu'on peut dire qu'il a deux points de départ. Un point de départ intime, suite à la mort de vos parents, et un point de départ géopolitique, suite à l'invasion de l'Ukraine. Ma première question, je dirais, c'est est-ce que, au-delà de ces deux événements, ce grand roman familial, est-ce qu'il bourgeonnait déjà dans votre tête avant ? Enfin, en tout cas, pas consciemment du tout. Il y avait un aspect qui, un des deux éléments que vous évoquez, qui, oui, depuis le début de la guerre en Ukraine, j'essayais d'écrire quelque chose là-dessus, sans bien savoir comment m'y prendre. Et quand je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai une ressource qui est de faire des reportages. C'est vraiment une chose que j'aime énormément. Ça doit faire maintenant 40 ans que je fais au plus, que je fais du journalisme. Le reportage, c'est vraiment une chose que j'aime énormément, qui est déjà quelque chose de passionnant en soi, quelque chose qui permet de voir un peu le monde, et qui est quelquefois, sans qu'on puisse le savoir à l'avance, mais ça peut être le carburant d'un livre, quoi. Au fond, moi je fais très peu de différence entre mon travail d'écrivain, auteur de livres, et de journaliste, reporter. Au fond, ça serait un peu l'équivalent pour un auteur de fiction d'écrire d'un côté des romans, de l'autre des nouvelles, quoi. C'est-à-dire, j'écris pas ça différemment. J'ai pas l'impression qu'il y a une chose qui est la littérature noble et quelque chose qui aurait un statut un peu subalterne. Donc voilà, cette parenthèse pour dire que je m'étais engagé depuis le début de cette guerre dans une série de reportages. Le premier en Russie, de façon somme toute accidentelle, parce que je me suis trouvé accidentellement, en tout cas par hasard, à Moscou quand la guerre a commencé. Et puis en Ukraine, en Géorgie, j'envisageais même quelque chose d'une espèce de voyage dans les pays mitoyens de la Russie, qui se serait terminé dans les pays baltes, en Finlande. Bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout de ça, mais parce que justement, comme vous dites, ça a été percuté par la mort de mes parents, d'abord de ma mère, qui, évidemment, tout ce truc autour de la Russie, ça tenait à ce que la Russie est un peu, chez moi, une affaire de famille, quoi. Ma mère était d'origine russe, elle est devenue spécialiste de l'Union soviétique, puis de la Russie. Et moi-même, à ma façon, je me suis beaucoup occupé de la Russie, quoi, en écrivant 2 livres, un roman russe, puis Limonov, qui sont des romans russes, si on peut dire, et en tournant un film documentaire en Russie. Bref, voilà, il y avait quelque chose qui faisait que ces événements politiques-là me touchaient de plus près que d'autres d'importance équivalente. Est-ce que votre attachement à la Russie, il a profondément changé depuis 2022 ? Oui, un peu. Le fait est que depuis que la Russie a montré un visage qui est qui est assez effrayant. Alors, c'est un peu faire le naïf de dire comme si tout à coup la Russie montrait ce visage-là en 2022 et que avant tout allait très bien. Non, c'est pas vrai. Mais et en plus, quand je dis la Russie, c'est évidemment c'est très sujet à caution, quoi, comme phrase. On ne sait pas du tout dans la Russie, le peuple russe, les citoyens russes, qui soutient la politique de ses dirigeants, de son dirigeant principal, qui non, c'est très très difficile de le savoir. Mais disons, il y a toute une espèce de rhétorique, non seulement guerrière, mais de repli sur soi, d'hostilité très très véhémente à l'Europe, aux valeurs
disons, qui sont plus ou moins les nôtres, quoi. Notamment les valeurs démocratiques, tout ça qui s'exprime dans la Russie d'aujourd'hui, qui me semble ne faisait pas aussi ouvertement. Et ça, comment dire, ça déteint un peu cette image-là de la Russie sur certaines des valeurs culturelles russes qui me sont le plus précieuses. Voilà. Maintenant, je suis conscient, en disant ça, que je suis un peu influencé par les amis ukrainiens assez nombreux que j'ai et qui, eux, sont actuellement dans une hostilité véhémente et très compréhensible à leur place à la culture russe, y compris la plus grande culture russe. Moi, évidemment, je me laisse pas. Je comprends qu'ils pensent ça. Je me laisse pas emporter par ça, mais enfin, il y a quelque chose qui déteint, quoi. À propos de la Russie et de votre mère, vous dites « Adolescente, elle avait choisi la Russie contre la Géorgie ». Et un peu plus loin, « Jamais elle n'a rien écrit sur la Géorgie, jamais elle n'est allée en Géorgie ». De ses ascendances géorgiennes par son père et russes par sa mère, votre mère, elle a choisi de ne retenir que ses ascendances russes. Pourquoi, à votre avis ? Alors, oui, donc sa mère était une aristocrate russe appartenant à la grande aristocratie russe, grand domaine, grande fortune, tout ça. Son père était, disons, un membre de la petite bourgeoisie intellectuelle géorgienne qui... Enfin, ce type de petite bourgeoisie intellectuelle étant aussi c'est les forces vives d'un pays comme la Géorgie, qui était un pays colonisé. Il y a tout simplement même cet aspect des choses, voir que ce qui semble une évidence, que la Russie était un pays, qu'il s'agit d'une situation coloniale, que la Russie était un pays colonisateur, la Géorgie un pays colonisé. C'est une chose qu'au fond, moi, je n'avais jamais pensé dans ces termes, alors que évidemment, ça va de soi. C'est pas un jugement, c'est une pure vérité. Donc, d'un côté, mon grand-père géorgien, au fond, a plutôt, par un mélange de goût de ce qu'il estimait être la grande culture russe, opposée à la culture quasi folklorique qu'il voyait comme la culture, en quoi il voyait la culture géorgienne, avait complètement choisi le côté russe de sa femme. Ce qui fait que ma mère et mon oncle ont été élevés entièrement en russe, absolument pas en géorgien. Ma mère n'a jamais parlé un mot de géorgien, et en fait, elle s'est jamais tellement souciée de la Géorgie. Alors que il y avait des cousins, enfin, qui, eux, ont entièrement grandi, été élevé en géorgien, dans des valeurs géorgiennes, et dans l'émigration, dans la préservation de ces valeurs géorgiennes, en étant absolument anti-russes. Alors évidemment, ce qui coïncidait pour les deux, c'était d'être anti-soviétique, ça oui, mais d'un côté, on était dans les valeurs géorgiennes, de l'autre, dans des valeurs russes. Et moi, je dirais candidement, sans m'en rendre compte, j'ai complètement épousé ce point de vue de ma mère. Je me disais, tiens, la Géorgie, j'irai un jour. Il paraît que c'est un beau pays. Oui, réponse, oui, c'est un très beau pays et très, très passionnant et très attrayant. Mais j'ai quand même attendu l'âge de 64 ans pour y aller. Est-ce que justement, après l'écriture de ce livre et le voyage que vous avez fait là-bas pour voir votre cousine, vous vous sentez plus géorgien ? Non, je peux pas dire ça parce que je parle pas un mot de géorgien. C'est un pays où j'ai pas du tout. Je connais pas grand monde. C'est un pays auquel je me sens tout à fait, qui m'inspire une sympathie que j'avais pas autrefois. Mais j'ai pas un sentiment de vraie proximité. Je reste complètement modelé, façonné par la culture russe. Ça, c'est certain. Mais en termes, je dirais, géopolitique ou politique, je me sens beaucoup plus, je dirais, sensible et concerné à la condition de la Géorgie que je pouvais l'être auparavant. Cela dit, être concerné par la condition de la Géorgie, c'est juste être désespéré, parce qu'actuellement, je ne vois pas du tout
comment... si vous voulez... c'est au fond un pays qui pourrait être dans la situation de l'Ukraine, sauf que la Russie, qui a d'ailleurs des chars à 100 km de Tbilissi, n'a aucun besoin de les envoyer franchir la frontière, puisqu'il y a un gouvernement entièrement pro-russe qui en fait un pays une espèce de... C'est devenu une espèce de satellite de la Russie. Exactement ce que, d'ailleurs, les Russes espéraient faire avec l'Ukraine, qui ne sont pas arrivés à faire. En fait, ils attendaient de rentrer en Ukraine, de mettre un gouvernement fantoche, et puis voilà, que les choses se passent tranquillement comme ça. Il se trouve que les Ukrainiens ont résisté avec l'héroïsme qu'on sait, ce que les Géorgiens n'ont pas l'occasion de faire, puisqu'encore une fois, ça se fait, c'est une espèce de noyautage de l'intérieur extrêmement efficace, qui fait que, à mon avis, la Géorgie est en passe de devenir une espèce de petite Biélorussie, avec simplement un climat plus clément, quoi, c'est tout. Ce à quoi, d'ailleurs, ce contre quoi lutte comme elle peut ma cousine... la cousine de ma mère, Salomé Zourabichvili, qui s'est retrouvée présidente de ce pays et qui fait ce qu'elle peut pour fédérer un peu une opposition. Mais même cette femme qui est aussi optimiste, déterminée et droit dans ses bottes que l'était ma mère, elle est bien forcée d'admettre que c'est mal barré, quoi. Pour revenir sur votre grand-père maternel, donc Georges, qui était donc géorgien, immigré en France dans les années 20 et qui a été très probablement assassiné à la Libération. Vous aviez déjà évoqué cette figure dans un roman russe en 2007, en bravant un interdit maternel, puisque c'était un sujet tabou, si je puis dire, dans votre famille. Comment ça s'est passé ? Pourquoi vous avez bravé cet interdit maternel à l'époque ? Alors, l'histoire le grand-père, comme vous le dites, le grand-père géorgien, qui était un intellectuel doué, polyglotte, intelligent, était par ailleurs un personnage, je pense, très... Tout ce qui émane de lui est assez sombre, fuyant. Je pense à l'époque d'un roman russe, je ne l'aurais pas dit, mais ayant acquis par la suite une certaine expérience de cette condition clinique, je pense que le diagnostic de bipolarité est absolument évident quand on lit ses lettres, quand on voit ce qu'il était. Bon, bref, c'est un homme qui, à la différence de ses frères, par exemple, lui, c'est très malin, n'est jamais arrivé à s'intégrer en France. Il a été chauffeur de taxi, il a fait divers petits métiers, en éprouvant une espèce d'amertume, de sentiment de... Et comme par ailleurs, il avait fait ses études en Allemagne, parlait parfaitement allemand. 2, comme beaucoup de Géorgiens, l'antisoviétisme l'avait conduit à une sympathie pour le nazisme. Donc il s'est retrouvé collaborateur. Il a travaillé comme interprète à la commandanture à Bordeaux. Et puis, comme vous dites, il a disparu à la Libération, très probablement exécuté. Alors, ma mère, elle avait 16 ans à ce moment-là. Votre père meurt à 16 ans, c'est déjà dur. Votre père disparaît, c'est tout autre chose. Une disparition, c'est tout autre chose qu'une mort. Ça fait que ça veut dire qu'il se met à y avoir un fantôme dans la famille. Et ma mère, à 93 ans, elle m'a dit qu'elle rêvait encore régulièrement du retour de son père. Donc, il s'ajoute encore non seulement disparition, mais disparition teintée de honte, d'opprobre. Et je pense que ma mère a construit toute son extraordinaire réussite et intégration à la société française, au fond arc-boutée à la condition de paria qui a été celle de son père. Et au fond, qu'elle a toujours eu une espèce de... Comme si c'était quelque chose qui pouvait la rattraper, qui pouvait lui nuire. Et c'était... En fait, j'ai quand même interrogé à l'époque, il y a dans les années 2000, ma mère sur son père, tout ça. Et elle m'en parlait relativement volontiers. Mais quand elle a compris, quand je lui ai dit que j'envisageais d'écrire sur lui, elle a été horrifiée. Horrifiée, c'est pas... Non, elle a été... à la fois furieuse et effrayée, comme si ça pouvait lui faire
du mal. Et mon père m'a dit à cette époque-là qu'elle était terrifiée, mais comme une... C'est touchant d'ailleurs, hein, comme une petite fille, comme si elle se disait, mais si on sait ça sur moi, tout le monde va me tourner le dos, je vais devoir quitter l'académie, peut-être aller vivre à l'étranger, enfin comme si tout ce qu'elle avait édifié allait s'effondrer. Donc, pour moi, ça a été une transgression. Alors, moi, d'abord, j'étais convaincu qu'elle se trompait là-dessus, sur les conséquences que ça aurait pour elle, objectivement, dans la réalité. Mais à un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas là-dessus accepter sa loi. Ma mère, à un moment, m'a dit un truc qui était « Mais il y a 10 000 sujets au monde sur lesquels tu peux écrire, pourquoi sur celui-là » J'ai dit « Mais s'il y a un seul sujet au monde sur lequel il t'est interdit d'écrire, c'est difficile d'écrire sur autre chose, c'est inévitable. » Bon, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai publié ce livre, Un roman russe. Ma mère a été folle de rage, avait eu l'impression que je la poignardais. Mais il ne s'est rien passé, évidemment. Évidemment, et même on peut dire que l'espèce d'épée de Damoclès qui a été suspendue au-dessus de sa tête, à l'instant où ça tombe, elle s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Que cette espèce de motif d'effroi était un fantôme, une ombre. C'est ce qui fait d'ailleurs que on a été brouillé pendant environ 2 ans, puis ça s'est remis, on s'est débrouillé, si je peux dire. Et puis, et chose plus curieuse et touchante, ma mère a fini par un jour me dire comme ça, beaucoup plus tard, comme ça, entre deux portes, sans du tout s'y arrêter, en disant oui, enfin, je pense que tu as bien fait d'écrire ce livre, en somme toute. Et puis ça s'est arrêté là. Mais je pense qu'en effet, ça m'arrange peut-être de le penser, mais que ça l'a tout de même un petit peu libérée de quelque chose qu'elle redoutait par-dessus tout. Voilà, c'est une très longue réponse. C'est une très bonne réponse. Justement, à propos de l'écriture, vous dites de votre mère, écrivant 3 heures de suite des livres que je l'admire d'avoir continué à écrire jusqu'au bout, alors que rien ne l'y obligeait et qu'il n'ajoutait pas grand-chose à sa gloire. Cette discipline à laquelle vous faites référence ici, est-ce qu'elle vous correspond aussi ? Est-ce que vous, Emmanuel Carrère, vous êtes un écrivain discipliné ? Oui. 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 Enfin, c'est-à-dire, il y a aussi que de plus en plus, avec le temps, j'aime ça. Je veux dire que le plaisir est de plus en plus grand, d'une certaine manière. Pendant longtemps, je veux dire, écrire était pour moi quelque chose de difficile. Pour moi, c'était mon truc, c'était la chose qui était, malgré tout, qui était ma raison d'être sur Terre. Mais elle était c'était extrême. J'avais un rapport plus crispé à ça. Maintenant, avec l'âge, il me semble que c'est quelque chose qui s'est assez détendu et j'ai pas beaucoup besoin de me discipliner au sens de me forcer. Je suis alors bon, au sens où quand on est engagé dans un livre, hein, bien sûr, quand on n'y est pas engagé, on peut pas se discipliner sur rien. Mais justement, quand j'écris pas de livre, je fais des reportages, je fais des scénarios, des choses comme ça. Je me débrouille pour être toujours plus ou moins en train d'écrire. Vous parlez aussi de votre mère au moment où elle écrit un livre historique et où elle aurait pu y mettre un souvenir personnel, ce qu'elle ne fait pas. Et vous dites, il aurait fallu raconter ce souvenir à la première personne, qui était pour elle le début de l'avachissement. Et l'usage que j'en ai fait par la suite n'a rien arrangé. Comment est-ce que vous échangiez, votre mère et vous, sur vos pratiques d'écrivain qui semblaient si différentes ? Nous n'échangions pas. C'était non. Alors le truc à quoi vous vous référez, c'est peut-être amusant de le raconter. Il se trouve que quand elle était jeune, ma mère, à un moment, a travaillé pour une espèce de bizarre officine qui quand je veux dire, elle avait une trentaine d'années. C'était quand j'étais tout petit ou juste avant. Elle travaillait pour une espèce de centre de documentation de la Compagnie française des pétroles, enfin qui était une espèce de truc entre ça devait vaguement relever de l'espionnage, enfin tout de même. Et c'était
dirigé par un très séduisant et charismatique et mystérieux jésuite russe de rite oriental. Et il y avait aussi là un jeune type qui était aussi un descendant d'aristocrate russe complètement fauché, tout ça. Et un jour, le jésuite russe les a convoqués tous les deux, ces deux très jeunes gens qu'ils étaient, pour les a invités à dîner, en leur disant, voilà, l'occasion de ce dîner, c'est que, figurez-vous que un de mes aïeux et les vôtres, chacun des vôtres, nous avons ensemble, ou ils ont ensemble, et donc nous par conséquent, nous avons assassiné le tsar Paul Ier. Et donc, il disait, nous allons chaque année célébrer ce régicide que nous avons, que nos familles et nous, donc leurs descendants, avons commis ensemble. Ça n'a pas duré très longtemps parce que le type est mort, malheureusement. Mais ma mère adorait raconter cette histoire, adorait raconter comment on avait assassiné le tsar Paul Ier. Et elle en tirait une certaine fierté. Et voilà, il y a 30 ans plus tard, ma mère écrit un livre qui est d'ailleurs un de ses meilleurs, qui s'appelle Le Malheur russe, qui est en fait un essai sur l'assassinat politique dans l'histoire russe. Et à un moment, elle raconte cette histoire. Et ce qui m'a scié, c'est qu'elle ne dit rien de ça. Elle ne dit rien du fait tout simplement qu'un de ses aïeux l'a fait. Je sais que ma mère était une universitaire, une essayiste sérieuse, pas quelqu'un qui étale ses états d'âme comme moi, mais je me disais quand même, là, elle aurait pu juste faire une petite allusion, ne serait-ce qu'une note en bas de page, quelque chose du genre l'auteur de ces lignes, descendante de l'un du comte Panine, tout ça. Non, elle était... Et d'ailleurs, je pense qu'elle ne s'est même pas posé la question. L'idée d'écrire à la première personne était inconcevable pour elle. Alors que moi, au fond... j'ai l'impression que mon destin d'écrivain s'est joué du jour où j'ai commencé à écrire à la première personne. Et d'ailleurs, à partir de là, je pense que mes livres ont été de plus en plus problématiques pour ma mère. Enfin, c'est que je pense que d'un côté, elle était très fière que je sois écrivain parce que c'était quelque chose qui était une valeur. Elle ne plaçait rien plus haut. C'était vraiment. Elle m'a enseigné ça. Elle m'a enseigné l'amour de la littérature, des grands écrivains, tout ça. Donc d'un côté, elle était contente. De l'autre, bon, les livres que j'écrivais, il y en avait certains qui la mettaient très mal à l'aise, quoi, sans même parler d'écrire sur son père. Et alors, elle s'en tirait quand vous dites qu'on échangeait. Si, moi, de temps en temps, je lui disais un truc comme ça. Et elle, invariablement, quand une fois que je lui avais envoyé ou donné un de mes livres et qu'elle l'avait lu, elle me disait « c'était pas tant ». Et elle s'en tenait là. J'ai une question, mais j'ai une petite idée derrière la tête. Je voulais vous demander justement comment on se construit en tant qu'écrivain quand on est soi-même enfant d'écrivain. Et je pense à une anecdote assez géniale que vous racontez dans le livre, qui est l'émission que vous partagez avec votre mère chez Bernard Pivot. Et si vous voulez la raconter, parce qu'elle est quand même assez géniale. Alors, peut-être les jeunes gens ici ne savent pas ce qu'était Apostrophe. La plupart des gens doivent le savoir. En tout cas, Apostrophe, c'était quand même le truc qui faisait qu'on était reconnu comme écrivain par sa famille, par les commerçants de son quartier. Enfin voilà, et donc, je crois que j'ai été pour la première fois invité à Apostrophe dans une émission un peu vicieuse qu'avait faite Pivot, qui consistait à inviter des écrivains parents et enfants. Et je pense que c'était embarrassant pour tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, j'en menais pas large, quoi. J'avais vraiment l'impression que, voilà, l'espèce de malgré tout, de petite consécration que j'attendais de me retrouver dans cette situation-là, était absolument gâchée par cette espèce de position de petit garçon, quoi, qui écrit aussi comme sa maman, dans laquelle je me retrouvais. Bref, c'était un peu... Alors, somme toute, d'ailleurs, j'ai revu par la suite le truc sur l'archive de l'INA. Je m'en suis mieux tiré que je ne m'en souvenais. Il n'y a rien de... Voilà, c'est pas du tout déshonorant. Mais
Mais par ailleurs, c'est très marrant de voir ma mère, son aplomb, son autorité, sa façon dont elle bluffe tout le monde, dont elle dit... Alors, elle dit par exemple à Pivot, oui, mais il me demande, mais comment... est-ce que vous en savez plus que le commun? Vous avez des sources davantage que le commun des mortels? Il dit, ah non, pas du tout, moi je ne fais que lire les journaux. Ah bon? Ah oui, je lis la Pravda, comme tout le monde. Donc... non, c'était... voilà. Tout à fait. À propos de vos débuts en écriture, vous racontez de votre mère, vous dites « Je ne pense pas que cela l'enchantait que je vienne sur ces terres foutre mon bordel habituel ». Et un peu plus loin, vous dites « À ma mère, l'histoire réelle, à moi, l'histoire imaginaire, à elle, la réalité, à moi, la fiction ». Et pourtant, vous êtes devenue une des plus grandes figures de la littérature du réel. Au fond, ce que je racontais, c'était plutôt, au début, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que je crois que je dis ça à propos d'un... J'étais tout jeune, enfin vers 22, 23 ans, étudiant en histoire, et j'avais eu à faire un mémoire, pas une thèse, mais quand même un mémoire sur un sujet historique de mon choix. Et comme je me sentais justement un peu fragile comme historien, je me suis dit, je vais aller sur mon propre terrain, celui de l'imagination, en faisant un travail sur l'Uchronie. L'Uchronie, à cette époque-là, maintenant, je pense que c'est un mot de plus en plus familier, que la plupart des gens savent qu'il s'agit de toutes ces spéculations sur le thème si l'histoire s'était passée autrement, si Napoléon avait gagné à Waterloo, si Hitler avait gagné, tout ça. À l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement marginal. Voilà, il y avait pas de travaux là-dessus. Donc j'ai fait de mon mieux un truc là-dessus qui a été réédité aux éditions POL au début de cette année, je crois, sous le titre Uchronie. Et on peut dire, il vaut ce qu'il vaut, mais c'était indiscutablement un travail pionnier. J'avais l'impression, ce faisant, d'écrire justement comme vous le citiez, c'est-à-dire de dire, bon, l'histoire, c'est ma mère, moi je ne vais pas aller sur son terrain, je vais aller du côté de l'histoire imaginaire, tout ça. Et j'étais bien que je me disais que c'est une bonne répartition des territoires. Et finalement, c'est tout de même ma mère qui m'a fait remarquer quelque chose à ce propos. Il m'a dit, mais ton histoire d'Uchronie, de passé imaginaire, tout ça, c'est bien amusant comme ça, tu as l'air de trouver ça purement un truc rigolo et sans conséquence. Mais tu te trompes, c'est en fait, ce que tu décris là, c'est le ressort de l'Union soviétique et plus généralement des régimes totalitaires qui contrôlent le passé, qui ne contrôlent pas seulement le présent, mais qui contrôlent le passé. Et elle me racontait cette histoire typique, c'est que... Beria, qui était le patron de ce qu'on appelait la DGPU, le NKVD, enfin disons la terrible police politique qui, sous Staline, a envoyé des millions de gens au goulag. Beria, à la mort de Staline, est tombé en disgrâce, c'est-à-dire qu'il a été exécuté. Et il s'est passé une chose, c'est que la grande encyclopédie soviétique qui paraissait à ce moment-là, qui paraissait en fascicule comme ça, les gens, les membres du parti la recevaient. Il y avait déjà un grand article, très long, très louangeur sur Beria, expliquant quel grand ami du prolétariat c'était, quel grand marxiste-léniniste, tout ça. Et tous les abonnés ont reçu la consigne de découper cet article et de le remplacer par un article qu'on avait prévu exactement de même calibre sur le détroit de Bering. Alphabétique, Beria, Bering. Ça veut dire que Beria n'avait jamais existé. Ni Beria, ni par conséquent les millions de gens qu'il avait envoyés au goulag. Donc il y a cette espèce de façon de totalement contrôler le passé. Et ça, me disait ma mère, ta gentille petite histoire d'Uchronie, c'est en fait le carburant de la tyrannie dans un régime totalitaire.
La devise de votre mère, vous dites, ça aura été « never complain, never explain ». Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Ce que son père, lui, faisait tout le temps, et moi, n'en parlons pas. Est-ce que vous et vos sœurs, vous avez été élevés dans ce mantra ? Alors oui, pour moi sans grand succès. Mais cela dit, voilà, c'est pas le mien, mais disons l'espèce de tenue que ça a donné à la vie et à la personne de ma mère m'inspire de l'admiration. C'est pas du tout ma façon de vivre. Moi, je dis les choses, mais chez elle, il y avait une espèce de grandeur qu'elle a eue jusqu'au bout, quoi, dans cette espèce de tenue, de retenue, que voilà, je suis admiratif. Est-ce que l'écriture, c'était une façon de vous détacher justement de ce mantra ? Oui, c'est possible. C'est possible. Peut-être qu'on réagit contre ce qui vous a été... Oui, c'est possible. Kolkhoz, donc c'est évidemment votre grand roman familial. Il y règne la figure de votre mère. Dans les médias, c'est tel qu'il est présenté, c'est le livre de ma mère. Et vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises, votre mère était la personne la plus importante de votre vie. Mais je pense que beaucoup de lecteurs, et moi y compris, quand on referme le livre, on garde en mémoire beaucoup la figure de votre père, qui est aussi très présente dans le livre, et c'est d'ailleurs avec lui que vous refermez ce livre. Est-ce que votre père est devenu le grand personnage inattendu de Kolkhoz ? C'est exactement ça. Je suis très heureux que vous me disiez ça. C'était inattendu pour moi, parce que... Alors, ma mère était quelqu'un qui recherchait la lumière, qui accrochait la lumière, qui a passé sa vie dans cette lumière, et mon père était relégué dans l'ombre, clairement. Il était consentant. Ça a été le mode de fonctionnement de leur relation qui a duré. Ils ont été mariés 70 ans et ont été ensemble 75 ans. Ça signifie que, si difficile que soit cette relation, malgré tout, elle leur convenait. Mais donc, il allait de soi que ma mère était le grand personnage et de ma vie et par conséquent de ce livre. Mon père étant une figure qui me... je l'aimais, mais je l'aimais d'une façon... à tâtons, sans très bien savoir comment m'y prendre, lui-même ne sachant pas très bien comment s'y prendre. C'était un père tendre et affectueux, mais en même temps lointain, dont je ne savais pas grand-chose, que je voyais tellement dans l'ombre de ma mère que parfois j'en souffrais pour lui. J'avais une espèce de... aussi envie de lui ressembler en rien, de me dire moi je veux pas être comme ça, je veux pas être dans cette ombre-là. Et écrivant le livre, petit à petit, je l'ai vu... j'ai vu sa figure prendre davantage de lumière jusqu'à ce que, d'une façon que j'attendais pas non plus, mais le livre se termine sur lui. Il faut ajouter une chose aussi, c'est que j'exagère à peine en disant qu'il a été à sa façon un peu co-auteur du livre, ce que n'était pas du tout ma mère. C'est-à-dire que mon père avait la passion de la généalogie. Il s'y est adonné toute sa vie en s'intéressant un peu à sa propre famille absolument française, beaucoup à la famille de sa femme, à la fois un peu par snobisme, par une espèce de goût du romanesque, parce que c'était une famille, à la fois qui était liée, qui a été prise dans la tourmente de l'histoire, ce qui n'était pas le cas de sa famille à lui. Donc ça l'a passionné. Et moi, je savais qu'il faisait ça, mais honnêtement, je m'y intéressais pas plus que ça. J'aurais pu en faire un moyen de communiquer davantage avec lui. Je l'ai pas fait. Alors maintenant, je l'ai fait, si on peut dire, à titre posthume. Parce que j'ai retrouvé à sa mort tous ses dossiers, remarquablement bien tenus, organisés, avec des photos, des gravures légendées, tout ça. Et j'ai vraiment une impression qui me donnait tout le... Il disait, tout ça est à ta disposition, tu en fais ce que tu veux. Et une partie de ce que je raconte dans ce livre, l'information me vient de mon père, me vient de ses recherches. Donc j'ai eu l'impression, au fond, qu'il me
qu'il m'accompagnait un peu et même me guidait dans l'écriture de ce livre. Je pense que ça lui aurait fait plaisir, certainement, que j'utilise ces trucs auxquels j'avais peu prêté attention de son vivant. Justement, l'écriture, c'est quelque chose de famille, votre mère, vous, mais finalement, est-ce que votre père, c'est pas aussi l'écrivain discret de la famille ? Un peu. Il y a quelque chose Alors, il y a même un truc qui m'a amusé, ma mère était historienne, elle était très connue, réputée comme historienne. Mon père était un généalogiste amateur qui faisait des trucs dans son coin comme ça. Mais au fond, je me suis dit, entre ce que faisait ma mère, qui était des espèces de grandes synthèses historiques, des analyses larges, tout ça, et ce que faisait mon père, qui était de la toute petite histoire, voilà, en correspondance avec des érudits locaux, avec des histoires d'une grande tante qui avait résilié son contrat d'assurance vie dans les années 20, des choses comme ça. Je me suis dit, finalement, est-ce que la façon la plus moderne, paradoxalement, de faire de l'histoire, c'était pas celle de mon père, qui en faisait, au fond, sans le savoir, totalement inconsciemment, mais comme les historiens, vous voyez, venus de l'école des annales, c'est-à-dire les historiens du genre Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, des gens qui passaient leur temps à étudier des cadastres, des trucs comme ça, et pas seulement vous voyez, des grands récits comme on dit, de traités et batailles, quoi. Et donc, ça m'a amusé, même si c'est un tout petit peu sacrilège, de me dire que c'était peut-être mon père dans son coin qui était l'historien moderne. Maintenant, je voudrais parler d'une bataille qui faisait rage au sein de votre famille. Je vous vois venir. J'imagine. Entre Tolstoï et Dostoïevski. Tolstoï qu'adorait votre grand-mère maternelle, que détestait votre grand-père, et du coup votre mère, je crois, a suivi l'héritage paternel en vouant aussi une haine féroce à Tolstoï. Je crois que vous-même, vous l'avez découvert assez tard, et finalement je me suis dit, en lisant Kolkhoz et l'histoire de votre famille, il y a malgré tout dans votre famille quelque chose de très tolstoïen. Oui, alors, ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire que le fameux grand-père, le grand-père noir, le grand-père, il avait décidé il connaissait admirablement la littérature russe, comme tout le monde dans la famille, mais il avait décidé que tout était bien, particulièrement Dostoïevski, qui était vraiment son homme, ce qui n'est pas surprenant, parce que si vous voulez, vous lisez des choses comme les récits du sous-sol de Dostoïevski, ou plutôt à l'inverse, vous lisez les lettres de mon grand-père, ça fait penser aux récits du sous-sol de Dostoïevski. C'est des espèces de longues phrases tortueuses, charbonneuses, exprimant une espèce de sarcasme et d'autodérision perpétuelle, enfin voilà. Donc, son héros, c'était Dostoïevski, et par opposition, son ennemi juré, c'était Tolstoï. Il considérait que Tolstoï, c'était pas bien, que c'était un écrivain complètement surfait, que seuls les gens dépourvus de goût littéraire aimaient Tolstoï, enfin voilà. Et ma mère, qui adorait son père, a été élevée dans cette conviction. Et moi-même élevé dans cette conviction. J'ai pareil été... j'ai été baigné dans la grande littérature russe. J'ai lu L'Idiot à quelque chose comme 13 ans avec ma mère en vacances. Elle en avait acheté un exemplaire en livre de poche, en 2 volumes pour chacun, et on le lisait en même temps en discutant de L'Idiot. Enfin, c'est dire, quoi. Et donc, je professais l'article de foi familial selon lequel Tolstoï, c'était même pas la peine d'aller voir. Et il m'est arrivé un jour une chose, c'est que mon oncle maternel, qui est Nicolas, qui est un personnage important dans le livre et qui est devenu non seulement mon oncle, mais un de mes amis les plus proches, et qui donc participait de cette foi de la famille,
m'a un jour téléphoné en pleine nuit, j'avais environ 30 ans, lui environ 50, en me disant « Tu sais ce qui m'arrive ?» Non, je ne sais pas. Je suis en train de lire Guerre et paix. Donc, demain, tu vas dans une librairie et tu vas t'acheter Guerre et paix et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et j'ai vu, Guerre et paix est devenu mon roman préféré de toute la littérature et ça continue à être le cas. Et donc, là, il y a eu une espèce... Et d'ailleurs, quand j'ai dit ça à ma mère, elle a pris un air... alors, elle n'est pas arrivée à prendre l'air dédaigneux. Elle a pris un peu l'air comme si... oui, bah, bien sûr, elle aimait Tolstoï depuis toujours, mais enfin, en même temps, c'est pas tellement la peine d'en parler, quoi. C'est pas... donc, si vous voulez, dans cette espèce de grande opposition, comme je sais pas, comme Voltaire et Rousseau, Sartre et Camus et tout, je suis passé d'un bord à l'autre, très clairement. Et comme j'avais une amie à qui je racontais ça et qui disait, c'est quand même marrant dans votre famille, quelqu'un se met à lire Tolstoï, c'est tout de suite Feston. À plusieurs reprises, dans les interviews que vous avez données, concernant Kolkhoz, vous dites que vous êtes apaisé, que vous êtes heureux d'avoir écrit ce livre. Est-ce que c'était le cas pour les précédents livres ou celui-ci, il a une place à part ? Non, enfin, mes relations de bonne entente avec les livres sont variables. Il y en a d'abord, il y en a que je trouve plus réussis que d'autres, et puis il y en a qui sont dans le contenu pour des raisons, enfin, elle peut être beaucoup plus douloureux ou strident. Je veux dire, mon livre, enfin, sans compter V13, mais précédent, Yoga, je ne trouve pas du tout que c'est un mauvais livre, mais c'est un livre vraiment de crise. C'est un livre avec lequel j'ai pas des, enfin, c'est-à-dire la période et le moment de ma vie qu'il évoque, j'ai pas des relations très faciles avec. Alors que bon, celui-là, c'est sûr que j'ai. En fait, il y a un autre livre avec qui j'ai d'aussi bonnes relations, si je peux dire. C'est celui qui s'appelle D'autres vies que la mienne. C'est un plus paradoxal, D'autres vies que la mienne, parce que c'est un livre qui raconte des choses terribles, qui raconte vraiment, c'est la mort d'une petite fille telle que vécue par ses parents dans le tsunami de 2005, la mort d'une très jeune femme pour ses enfants, son mari, tout ça. Enfin, tout ça raconte et en même temps, c'est un livre, comme vous dire, qui a quelque chose d'apaisé, que j'ai écrit dans une espèce de relation de confiance avec ceux dont il est question. Et donc, c'était à ce jour certainement le livre dans lequel je me sentais le mieux. Le livre dont, je ne sais pas, si quelqu'un me disait j'ai rien lu de toi, qu'est-ce que tu me conseillerais de lire ? Je disais immanquablement D'autres vies que la mienne. Et là, je dirais un peu celui-là aussi. Mais c'est très subjectif. C'est pas une question purement de mérite littéraire. C'est une question de bonne relation avec un livre. Après le décès de votre mère, votre oncle Nicolas, justement, vous parle des mémoires qu'il a écrites, que vous avez lues il y a des années et que vous avez oubliées pour différentes raisons. Vous dites « Nicolas m'explique qu'il a écrit ses mémoires il y a 20 ans, sans visée littéraire ni désir de publication, et non pas pour lui-même, mais pour ses descendants. Parce que lui-même, lorsqu'il regarde des photos de famille, surtout lorsqu'il s'agit de parents éloignés, aime scruter les visages de ces gens qui ont vécu avant lui et dont il ne sait rien, ou si peu. Il aimerait savoir qui ils étaient, ce qu'ont été leurs vies, leurs épreuves, leurs amours, leurs convictions, leurs morts. Alors il a fait ça. Est-ce que Kolkhoz, comme votre oncle Nicolas, vous l'avez écrit pour vos enfants, ou vous l'avez aussi écrit un peu pour vous ? Je l'ai écrit... Je l'ai écrit pour moi, je l'ai écrit pour mes enfants, je l'ai écrit pour mes sœurs, je l'ai écrit pour mon oncle, je l'ai écrit pour vous. Enfin, somme toute, non, mais c'est vrai. Je veux dire, là, c'est pas une chose. La visée de Nicolas était purement intime et intrafamiliale. C'est un livre d'ailleurs. Ses mémoires sont d'ailleurs remarquablement écrits, mais il n'a aucune visée d'écrivain. Moi, j'ai une visée d'écrivain, c'est-à-dire j'aspire à ce que ça touche d'autres gens qui n'ont rien à voir avec notre histoire, notre famille, tout ça, et qui peut-être peuvent
voilà, et en ressentir l'écho. C'est le cas. Merci. Merci beaucoup Emmanuel Carrère. Merci à tous. Merci beaucoup Marie-Aurélie. Merci.